Alors maintenant qu'on a vu que des lois injustes pouvaient exister, dans la deuxième partie, on se demande si on a le devoir d'y désobéir. Vous reconnaissez sur la photo Martin Luther King qui a lutté dans la première moitié du XXe siècle pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Grand A, le devoir d'éviter la guerre. Le problème qui va nous occuper dans cette première partie, alors je le reformule, que faire lorsque l'on ne juge pas juste les lois de l'État dans lequel on vit? Est-ce qu'on a le devoir de s'y soumettre ou au contraire est-ce qu'on doit y désobéir afin de dénoncer l'injustice? Vous avez là le plan du grand A et du grand B. Passons d'abord par la définition du devoir. Le devoir, qu'est-ce que c'est? C'est être contraint en vertu des normes et en particulier des normes morales. Le devoir, c'est donc quelque chose qui s'oppose à notre désir et à notre volonté. Prenons un exemple d'actualité. En période de confinement, j'ai le devoir de rester chez moi. Alors, ça s'oppose tout à fait à mon désir d'aller faire une balade dehors et d'aller profiter du soleil, mais je respecte cette norme pour des raisons morales parce que je sais que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est ce qui est bien pour protéger la population. La thèse de Pascal, qui est toujours un philosophe français du XVIIe siècle, c'est qu'il faut obéir aux lois en toutes circonstances. Quoi qu'il arrive, votre devoir, c'est d'obéir à la loi, même si elle est profondément injuste. Quel est l'argument de Pascal? Pascal nous explique qu'en fait, il y a une situation encore pire qu'une société gouvernée par une loi injuste. C'est une société qui est déchirée par la guerre civile, une société dans laquelle chacun ne sait plus quelle loi il faut respecter. Donc pour Pascal, il vaut mieux suivre des lois injustes, mais qui sont les mêmes pour tous et qui permettent une cohésion sociale, que de ne pas respecter les lois. Je vous lis le court texte que vous voyez sur le diaporama, mais qui est aussi dans les documents. Donc je vous indique le lien Google Drive dans la description de la vidéo. Il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n'y obéit qu'à cause qu'il les croit justes. C'est pourquoi il lui faut dire en même temps qu'il y faut obéir parce qu'elles sont lois, comme il faut obéir aux supérieurs, non pas parce qu'ils sont justes, mais parce qu'ils sont supérieurs. Par là, voilà toute sédition prévenue, si on peut faire entendre cela, et que proprement c'est la définition de la justice. Que nous dit Pascal dans ce texte? Il nous dit que le peuple croit que les lois sont justes. Mais ce n'est pas forcément vrai, les lois peuvent être injustes. Tout ce qui importe, c'est que le peuple y croit parce que comme ça, il va y obéir. Une situation de justice, c'est une situation où tout le monde obéit aux lois, une situation où la société reste en ordre et où il n'y a pas de révolution. Ça rejoint en fait l'idée que comme ça, on garantit la sécurité de chacun. Voyons maintenant l'antithèse de ce que dit Pascal en passant au grand B, le devoir de désobéissance. En fait, si on suit la logique de Pascal jusqu'au bout, on tombe très vite sur un problème. Parce que si on obéit en permanence à des lois injustes sans jamais broncher, sans jamais se révolter, sans jamais les mettre en question, ça veut dire que ces lois injustes, elles vont perdurer. Jamais personne ne va penser à les abolir. Du coup, la question, c'est comment contester ces lois pour qu'elles changent, pour qu'elles deviennent plus justes, mais tout en évitant une situation de guerre civile. Celui qui nous propose une réponse, c'est un Américain du XIXe siècle nommé Henry David Thoreau. Thoreau nous dit qu'il est parfois légitime, c'est-à-dire parfois juste d'un point de vue moral, de ne pas respecter la loi. Alors en fait, c'est une histoire un petit peu originale parce que Henry David Thoreau, il devient un peu philosophe malgré lui et il invente le concept de désobéissance civile dans la pratique. Alors, quelle est son histoire? En 1846, cet Américain refuse de payer ses impôts à un État dans lequel il vit et qui admet encore l'esclavage et qui en plus de ça est en guerre contre le Mexique. Il va en prison pour ne pas avoir payé ses impôts, mais il va être rapidement libéré car sa tante, ne supportant pas la situation, elle va les payer contre son gré. Mais qu'à cela ne tienne, il va donc sortir de prison, mais il va utiliser son temps pour théoriser son action
en inaugurant le concept de désobéissance civile. Ce concept, il est indispensable selon lui pour faire changer les lois. Et après ça, il en aura tellement marre de l'État américain dans lequel il vit qu'il va vivre isolé en autarcie complète dans une cabane pendant 5 ans, coupé de la société. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Donc, en ne payant pas ses impôts, Thoreau fait un acte de désobéissance civile sans le savoir, puisque c'est seulement ensuite qu'il va réfléchir à ce qu'il a fait, qu'il va appeler ça désobéissance civile, et surtout qu'il va conceptualiser ce terme. Pourquoi c'est important de conceptualiser, c'est-à-dire de donner la définition et de donner les conditions précises de la désobéissance civile? C'est parce que on ne peut pas dire que n'importe quel acte hors la loi est une désobéissance civile. Je peux pas assassiner mon voisin et dire oh bah non, c'était un acte de désobéissance civile. Non, ça ne marche pas. Donc voyons quelles sont les conditions. La première condition, c'est que la désobéissance civile, elle doit être consciente et intentionnelle. Si j'enfreins la loi sans le faire exprès, par exemple si je grille un feu rouge en étant distraite en voiture, c'est pas de la désobéissance civile, c'est juste que j'étais distraite et j'ai pas fait attention. C'est pas je suis en guerre contre les feux rouges. Ensuite, deuxième point, la désobéissance civile, elle doit être un acte public, c'est-à-dire revendiqué et assumé comme tel. C'est un acte pour lequel on fait de la publicité, on fait des articles de journaux, on informe le plus possible la population. Ça, c'est lié au troisième point, qui est que la désobéissance civile, elle doit être un mouvement collectif, c'est-à-dire un mouvement accompli au nom de l'intérêt général, et non pas au nom d'un profit particulier. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, si Thoreau, il avait refusé de payer ses impôts pour avoir plus d'argent, pour garder cet argent, pour se payer des vacances. Et bien là, ça aurait pas du tout été de la désobéissance civile, puisque garder l'argent, ça aurait été dans son intérêt particulier et pas du tout dans l'intérêt général qui est d'obtenir l'abolition de l'esclavage. Néanmoins, c'est pas parce que c'est un mouvement collectif qui vise l'intérêt général que l'acte peut être accompli par un individu particulier, par Thoreau tout seul, comme il le fit en ne payant pas ses impôts. Néanmoins, la désobéissance civile, elle a quand même pour vocation à être suivie par un collectif, de façon générale. Et enfin, c'est peut-être le point le plus important, la désobéissance civile, elle est toujours non violente. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un meurtre, ça ne peut pas être quelque chose qui fait souffrir une personne ou qui a des conséquences sur la santé physique et l'intégrité physique des personnes. Pourquoi? Parce que le but de la désobéissance civile, c'est de chercher à faire prendre conscience d'un problème et non pas s'engager dans une lutte, s'engager dans un rapport de force. Par exemple, là, ne pas payer ses impôts, ça ne mettait en danger la vie de personne. Donc voilà pour les 4 conditions de la désobéissance civile. Transition, pour que les lois changent, qu'elles s'ajustent aux mœurs du peuple qui évolue et pour qu'elles contentent la majorité, nous pouvons ressentir le devoir d'avoir recours à la désobéissance civile. Mais comment s'assurer alors que notre acte est juste au sens moral?